La princesse Anne inspectait des expositions agricoles au Royal Horticultural Hall de Londres. Cette manifestation caritative organisée un mardi après-midi était un engagement royal tout à fait classique. Elle portait un manteau bleu, marine structuré, et sa broche en or d'une simplicité habituelle. Son emploi du temps était extrêmement chargé comme elle le préfère toujours. Dans ce hall paisible, tout se déroulait à la perfection conformément au programme officiel. Laura Lopes, la fille de la reine Camilla, entra alors par une entrée latérale. Le premier détail qui sembla incohérent se produisit immédiatement. Elle ne figurait absolument pas sur la liste officielle des invités pour la scène principale. Elle n'était pas censée se trouver dans cette partie du bâtiment. Pourtant, elle n'y est pas entrée en ayant l'air perdue ou désorientée. Elle traversa la pièce bondée d'un pas assuré et déterminé. Elle se plaça à quelques pas derrière la princesse royale, une figure emblématique de la fonction. Immobile, elle attendit une accalmie dans le brouhaha ambiant. Il lui fallait un silence suffisant pour que sa voix porte. Puis d'un pas brusque, elle s'avança vers la princesse. Elle ne s'inclina pas et ne présenta aucune salutation formelle. Plusieurs personnes se tenaient suffisamment près pour entendre précisément ses paroles. Elle parla d'une voix forte et sèche qui résonna dans toute la salle. Elle déclara à la princesse Anne que les modifications apportées au financement du domaine constituaient une insulte personnelle. Elle affirma que le récent audit financier était une attaque délibérée contre sa famille. Une femme non invitée s'est approchée d'un membre important de la famille royale. Elle a exposé publiquement un différend familial lors d'une réception officielle. Elle l'a fait dans une salle où se trouvaient des journalistes et des caméras professionnelles. Ce geste précis n'est absolument pas un simple moment d'égarement. Quelqu'un a décidé que cette scène devait se produire cet après-midi-là. Ils ont veillé à ce que cela se produise dans un endroit où la scène pouvait être correctement filmée. Un photographe indépendant les suivait depuis le début. Il prenait des photos avant même que les cris ne commencent dans le hall. Le clic de son appareil photo était parfaitement audible pour tous. Il crachait des images rapidement couvrant le bruit de la pluie, frappant la verrière. La princesse Anne garda un silence complet pendant plusieurs secondes durant l'éclat de colère. Elle ne se retourna pas immédiatement vers la femme qui criait. Au lieu de réagir avec colère, elle ajusta lentement et délibérément ses gants de cuir. Elle resta immobile pendant 3 secondes entières, tandis que la salle se figeait. Chaque personne présente comprit que quelque chose de grave s'était produit. Elle finit par se retourner le visage parfaitement impassible. Elle ignora superbement l'accusation financière acerbe. Elle ne laissa rien paraître concernant le financement du domaine ou les intrigues familiales. Au lieu de cela, elle regarda par-dessus l'épaule de Laura et s'adressa à son équipe de sécurité royale. Elle leur demanda s'ils avaient vérifié la liste des invités pour la session de l'après-midi. Cette simple question fut sa seule réponse à l'agression. Elle ne contesta rien de ce que Laura venait de lui crier. Elle se contenta de demander si Laura avait le droit d'être là. Discuter avec Laura les aurait mises sur un pied d'égalité, ne serait-ce qu'un instant. Anne refusa catégoriquement de lui céder ce précieux moment d'égalité publique. Laura devint écarlate et s'approcha de la princesse. Elle accusa Anne d'avoir orchestré l'audit pour cibler les proches de Camilla. Sa voix résonna dans tout le hall d'exposition. Les journalistes au fond de la salle cessèrent de regarder les étals de légumes. Ils se précipitèrent frénétiquement sur leurs carnets et leurs enregistreurs numériques. Anne fit discrètement signe à son garde du corps de s'approcher.
Il se fraya un chemin avec aisance à travers la foule et se plaça face à Laura. Il lui demanda fermement de se rendre immédiatement dans le hall principal. Il lui expliqua que sa présence dans le couloir n'était plus appropriée. Elle sortit passant devant les dignitaires, les journalistes et les étals de fruits et légumes, tous stupéfaits. Toute la salle la regarda quitter le hall dans un silence stupéfait. L'échange avait duré moins de 2 minutes. Il avait complètement anéanti l'atmosphère soigneusement construite pendant des mois par l'équipe événementielle. Les questions ont commencé à fuser avant même que le hall d'exposition ne soit vidé. Le soir même, le personnel a examiné les journaux d'accès numérique. Ils ont trouvé une invitation émise par un directeur régional. Cet homme se trouvait être une connaissance éloignée de la famille de Camilla. Quelqu'un l'a persuadé d'y ajouter le nom de Laura à la dernière minute. Ce directeur régional a été suspendu de ses fonctions le soir même. Le palais a immédiatement lancé un audit complet de tous les protocoles d'accès régionaux. L'après-midi prit alors une tournure véritablement étrange pour les enquêteurs. Il fallait expliquer les déplacements exacts de la reine Camilla. Son agenda officiel la prévoyait à une réunion du conseil municipal. Or, un témoin affirma avoir vu sa voiture moteur tournante à 3 pâtés de maison de la salle. Les enregistrements des caméras de sécurité confirmèrent que le véhicule royal était bien stationné à proximité. La voiture est restée garée dans une rue calme pendant exactement 15 minutes. Elle a démarré au moment précis où la princesse Anne s'est dirigée vers le 2e box. Cette précision temporelle est bien trop grande pour être une simple coïncidence. C'est le comportement typique de quelqu'un qui attend un signal de confirmation. La famille de Camilla mettait l'institution royale à l'épreuve. Ils se voulaient déterminer les limites de cette institution et mesurer le temps de réaction. Ils ont ainsi pu constater comment cette institution ancestrale réagit face à une menace directe. Le prince William a été informé de l'incident lors d'une conférence téléphonique sécurisée. Il a immédiatement mis fin à l'appel sans attendre de pause. Il n'a même pas pris la peine de conclure son propos. Il a demandé à son chef de cabinet de récupérer l'enregistrement brut de la scène. Il voulait la vidéo du photographe et présent sur les lieux. Il n'a pas demandé de résumé ni de compte-rendu écrit. Il voulait voir de ses propres yeux ce qui s'était dit. Il devait mesurer précisément l'ampleur du manque de respect manifesté en public. Dès après ses proches, il ne cherchait aucun compromis. Il recherchait activement des preuves concrètes de graves manquements au sein du foyer. L'atmosphère dans son bureau était décrite comme glaciale. Il visionna les images brutes sur un grand écran dans un silence complet. Il observa l'attitude agressive de Laura debout, juste derrière sa tante. Il observa la vague de stupeur qui traversa la salle bondée. Durant ces 2 minutes d'enregistrement, sa patience s'évapora complètement. Il décrocha sa ligne sécurisée et appela directement le roi Charles. Sans demander la permission ni conseil, il annonça à son père qu'il prenait en charge l'intégralité de la procédure disciplinaire. Il fit un bref compte-rendu au roi de ce que les images montraient réellement. Il déclara qu'il ne tolérerait pas un tel comportement au sein de la maison. Le roi écouta attentivement sans interrompre son fils une seule fois. Charles donna alors à William carte blanche pour prendre toutes les mesures nécessaires. Pendant ce temps, au pavillon d'horticulture, la princesse Anne partit enfin. Elle sortit par la porte principale et salua poliment la foule qui l'attendait. Elle rejoignit sa voiture sans jeter un regard aux journalistes. L'événement fut un succès en ce qui concerne le travail caritatif en milieu rural.
En revanche, ce fut un fiasco total en termes d'image médiatique. Dans le milieu royal, ces deux aspects sont deux choses bien différentes. Le trajet du retour depuis cette salle fut l'occasion pour Anne de mettre en œuvre sa véritable stratégie. Assise à l'arrière du véhicule officiel, le regard fixé droit devant elle, elle gardait les mains sagement posées sur son sac à main en cuir. Elle ne jeta pas un seul coup d'œil à son téléphone portable et n'adressa pas la parole à son principal conseiller, assis en face d'elle. Elle repassait la confrontation en revue en analysant le déroulement précis des événements. Elle décortiquait l'enchaînement des paroles en notant qui avait dit quoi et à quel moment. Cette femme a œuvré au sein de la famille royale pendant plus de 50 ans. Elle a affronté des manifestants violents et des foules agressives avec un calme absolu. Elle ne considère pas le protocole royal comme une simple suite de recommandations. Elle le considère comme le ciment qui maintient l'ensemble de la structure institutionnelle. Et en retire ce ciment, le mur protecteur s'effondre. Elle a finalement pris la parole une vingtaine de minutes après le début du long trajet silencieux. Elle s'est renseignée sur la situation du directeur qui avait adressé l'invitation. Elle voulait savoir s'il avait été officiellement informé de sa suspension. Sa voix était remarquablement calme et totalement dénuée d'émotion. L'assistante confirma que l'homme avait déjà été démis de ses fonctions. Anne acquiesça et déclara que de tels manquements étaient absolument inacceptables. Elle fit remarquer que la sécurité de l'institution commençait toujours à l'entrée. Elle qualifia l'incident de simple manquement grave au protocole. Anne laissa délibérément la scène aussi pénible fut-elle suivre son cours afin de recueillir des informations. Elle observait la salle tandis que l'assistance assistait à la dispute. Elle cherchait à identifier les personnes du camp adverse. Son assistante lui remit la liste officielle des participants dans la voiture silencieuse. Elle lui découvrit les noms de 3 journalistes locaux connus pour soutenir Camilla. Tous 3 se tenaillent à l'écart de la foule pendant la bagarre. Ils observaient la scène avec un intérêt évident, mais sans la moindre surprise. C'est alors qu'Anne comprit dans quoi elle s'était embarquée. Elle était le principal obstacle à l'expansion du pouvoir administratif de la famille de Camilla. Elle avait farouchement bloqué leur tentative de modifier les règles de gestion du domaine. C'est elle qui avait insisté sur un audit financier rigoureux des domaines. Elle se dressait comme un rempart entre leurs ambitions personnelles et les fonds royaux. Cela soulevait une question terrifiante à l'arrière de cette voiture silencieuse. Quelqu'un avait averti la famille de Camilla de l'audit financier imminente. Anne savait que les détails de cet audit étaient hautement confidentiels. Seules 4 personnes de haut rang étaient présentes dans la pièce lorsque l'ordre a été donné. Elle repassa mentalement et méthodiquement le déroulement des événements. Elle parvint à une conclusion qu'elle dut détester cet après-midi-là. La fuite provenait forcément du bureau privé du roi. Elle contacta immédiatement un informateur au sein des services de renseignement en toute sécurité. Elle demanda une surveillance discrète des échanges de courriels concernant l'audit. Elle rentra à Buckingham Palace bien après le coucher du soleil. Elle remarqua que la lumière était encore allumée dans le bureau privé du prince William. Sans même lui poser la question, elle sut qu'il recherchait la même fuite. Elle se rendit directement à son bureau et ouvrit ses dossiers de gestion du domaine. Elle commença à comparer les signatures sur les documents d'audit royaux récents. Un schéma clair et indéniable apparut immédiatement. Elle constata comment la famille Saïd de Camilla avait influencé les décisions relatives au personnel. Elle découvrit leurs tentatives discrètes pour placer leurs proches dans les conseils régionaux.
Il s'agissait d'une mainmise lente et insidieuse, menée pendant plusieurs années sans que personne ne s'en aperçoive. Il s'agissait d'une prise de contrôle délibérée des rouages administratifs de la monarchie. Anne décida de devenir immédiatement la principale enquêtrice interne. Elle rassemblerait elle-même les preuves concrètes du sabotage financier et les présenterait directement au roi Charles. Elle le forcerait à choisir entre son mariage et la survie de la couronne. La rapidité avec laquelle William a agi ensuite laisse supposer qu'il était parfaitement préparé. Sa stratégie était écrite et il attendait simplement une raison valable. William entra dans la salle de briefing principale à 6h05 précise. Il ne prit même pas la peine d'enlever son manteau en entrant. Il posa son téléphone face cachée sur la table en bois poli. 5 conseillers principaux étaient assis devant lui, tenant leur rapport quotidien. Il désigna l'écran et lança la vidéo de l'exposition horticole. Le clic de l'obturateur résonna sèchement dans la pièce silencieuse. Il laissa toute cette interaction gênante se dérouler dans un silence absolu. D'un clic sec et définitif, il éteignit le projecteur. Il exigea de savoir pourquoi une femme interdite d'accès avait été autorisée à entrer dans cette salle. Il fixa du regard le directeur de la sécurité intérieure du palais. Guillaume le coupa net avant même qu'il ait pu terminer sa phrase. Il déclara qu'il ne souhaitait aucune explication détaillée de la procédure. Il voulait le nom exact du membre du personnel qui avait enfreint le protocole. Il a déclaré que cette personne serait licenciée avant la diffusion des journaux télévisés du matin. Il ne s'agissait plus manifestement d'un simple incident de sécurité mineur, mais d'une épreuve difficile pour la hiérarchie du palais. Guillaume avait passé 2 mois à écarter discrètement les collaborateurs fidèles à Camilla. L'incident survenu dans le hall lui avait fait comprendre qu'il menait une guerre sur 2 fronts. Un conseiller expliqua que l'invitation provenait d'une branche régionale éloignée. William demanda pourquoi un avertissement direct du palais concernant Laura avait été si ouvertement ignoré. Le conseiller se remua sur sa chaise et évoqua de fortes pressions venues d'en haut. William ouvrit un dossier sécurisé recensant spécifiquement les influences internes à la maison royale. Il trouva l'élément manquant en quelques minutes. La pression venait d'un cadre intermédiaire de la maison royale. Ce cadre était marié à une assistante personnelle travaillant au bureau privé de Camilla. William a ordonné le renvoi immédiat du cadre du palais. Il a également ordonné la suspension de l'assistante personnelle dans l'attente d'une enquête financière approfondie. Enfin, il a déclaré la maison de Camilla Zone du palais totalement interdite d'accès. Personne n'était autorisé à circuler entre ses bureaux sans son autorisation écrite. 20 minutes plus tard, les agents de sécurité escortaient le directeur hors du bâtiment. Le prince William n'était plus l'héritier patientant poliment dans le couloir. Il était devenu l'administrateur en charge, procédant au grand ménage. Désormais, chaque employé comprenait qui détenait l'autorité. Son équipe lui apporta ensuite un autre renseignement financier crucial des rapports d'appel entre le téléphone de Camilla et un cabinet d'avocats de la ville. Les dates de ces appels correspondaient exactement au calendrier de l'audit. William y vit une préparation rapide en vue d'une bataille juridique de grande envergure. C'était une tentative de dissimuler des actifs que l'audit visait justement à recouvrer. Il y demanda à son conseiller juridique si les comptes pouvaient être gelés immédiatement. Ce dernier lui expliqua que les actifs étaient placés dans des fiducies hors du contrôle direct du palais. Guillaume examina la grande carte des propriétés royales accrochée au mur. Il désigna les domaines précis faisant actuellement l'objet d'un examen financier approfondi
et ordonna que chacun d'eux soit vérifié afin de déceler d'éventuels privilèges de second rang. À ces moments-là, il était dans un état de fureur parfaitement maîtrisé. Il ne criait pas, ce qui terrifia son personnel bien plus que la colère elle-même. Il avait passé des années à voir l'institution engloutir d'innombrables scandales publics. Il avait vu la dignité de la couronne se fissurer sous l'effet d'intérêts privés. Il décida alors que c'était lui qui y mettrait fin. Un photographe ayant une vue dégagée n'est pas un problème abstrait. Cela ravive un souvenir très précis et douloureux pour le futur roi. William avait 15 ans lorsqu'il a marché derrière le cercueil de sa mère. Il a défilé en costume sombre dans les rues de Londres en 1997. Il a alors compris toute la valeur d'un objectif braqué sur une femme de la famille royale. Il ordonna à son équipe que les 48 heures suivantes soient consacrées au confinement total. Aucune fuite, aucune confrontation publique ne serait tolérée. Il appela de nouveau le roi et lui annonça qu'il passait à l'étape suivante. Il avait besoin que Charles signe un nouveau décret concernant la famille de Camilla. Ce décret les écarterait définitivement de toutes les affaires officielles du palais. Le roi, épuisé par les luttes intestines interminables, finit par céder. Charles avait visionné les images et ressenti la profonde insulte proférée. Il était enfin prêt à se retirer et à laisser son fils diriger. William raccrocha et donna ses dernières instructions à son équipe. Le décret serait rédigé dans la nuit et promulgué au lendemain matin. Pendant que ces événements se déroulaient au palais, Laura Lopez se trouvait dans une propriété à la campagne. Entourée de cartons à moitié remplis, elle lisait le flot incessant de commentaires sous les articles de presse. Elle était entrée dans ce hall avec la volonté de défendre l'honneur de sa mère. Elle en est ressortie en étant l'élément déclencheur d'un désastre institutionnel. Le ressentiment suscité par ces agissements couvait depuis plusieurs mois. Il s'était ainsi installé alimenté par des formalités administratives humiliantes. Tout a commencé lorsque le personnel du bureau de Camilla a été réaffecté au service central. La situation est devenue personnelle lorsque la protection policière des proches de Camilla a été retirée. Son frère est alors entré dans la pièce porteur d'une nouvelle encore plus dévastatrice. Leurs comptes bancaires personnels firent soudainement l'objet d'un examen financier approfondi. La banque leur envoya une lettre exigeant une justification pour chaque virement supérieur à 5 zéros. L'audit royal avait envahi leurs finances privées. On leur avait ordonné de quitter les bureaux du domaine avant la fin de la semaine. Laura jeta un coup d'œil aux cartons empilés dans la pièce. La question la plus douloureuse qui la hantait concernait Camilla. Sa mère n'était pas intervenue pour les protéger de la colère de William. Laura s'attendait à ce que la reine impose un compromis familial. Au lieu de cela, Camilla avait gardé le silence. Elle s'était retirée dans sa résidence privée et n'était plus que l'ombre d'elle-même. Un coursier se présenta soudainement à la porte de la propriété avec un lourd paquet. Il s'agissait d'une lettre officielle de l'avocat personnel de Camilla. Elle enjoignait fermement toute la famille à garder un silence absolu. Elle avertissait que toute action publique supplémentaire entraînerait une rupture définitive des liens familiaux. Camilla s'efforçait activement d'éviter à sa famille tout procès. William avait découvert des preuves concrètes d'irrégularités financières systémiques graves. Il constituait un dossier solide facilement transmissible aux autorités. Laura lut les termes juridiques impitoyables et en ressentit toute la gravité. Il traitait la famille royale comme une ressource financière privée illimitée.
Quelqu'un doté d'une autorité suprême avait enfin commencé à compter les billets manquants. Puis vint la découverte numérique finale qui brisa véritablement son moral. Elle tenta de jouer un contact sain de leur société de gestion de patrimoine. La ligne était coupée et le numéro hors service. William avait agi de l'extérieur et démantelé le système qui protégeait leur fortune. Le palais avait officiellement retiré toute sa protection. Pour la première fois depuis des décennies, ils se retrouvaient complètement livrés. Eux-mêmes, ils avaient vécu leur vie d'adulte à l'abri d'une imposante protection royale. Sans cette protection, ils n'étaient plus que des gens ordinaires extrêmement vulnérables. Elle appela la ligne privée de sa mère et tomba sur une messagerie vocale impersonnelle. La frustration qui régnait dans cette pièce sombre devait être immense. Dès retour à Buckingham Palace, la gigantesque opération de communication de crise était un échec. 3 hauts responsables de la communication, les yeux injectés de sang, étaient assis à une table. Un grand écran numérique diffusait en direct les réactions sur les réseaux sociaux. Les canaux officiels du palais étaient restés muets pendant 12 longues heures. Le public s'était rapidement emparé du silence et avait alimenté ses propres théories les plus farfelues. La directrice de la communication déposa un épais dossier sur la table en bois. Il contenait un brouillon de communiqué officiel expurgé à l'extrême. Une assistante repoussa aussitôt le dossier sur la table. Elle expliqua à la directrice que ce communiqué édulcoré ne fonctionnerait absolument pas. On exigeait de savoir pourquoi la famille de Camilla se croyait intouchable. C'est précisément à ce moment-là que l'enquête sur la vidéo a pris une tournure inattendue. La vidéo ne provenait pas d'un employé de restauration opportuniste. Elle avait été mise en ligne par un pigiste engagé par une station de radio locale. Cette station avait reçu le code d'accès du directeur régional suspendu. Il était complice de faits d'une agression publique mise en scène. Les enquêteurs financiers ont ensuite découvert la véritable trace de l'argent dissimulé. La station de radio a déboursé 10 € pour obtenir des images exclusives de la dispute royale. L'argent a été transféré discrètement par le biais d'une société écran anonyme. Le prix courant pour une photo d'une membre de la famille royale en détresse est un fait établi. Quelqu'un au sein de la famille élargie a donc contribué à organiser ce cliché très lucratif. Les enquêteurs ont approfondi leurs recherches dans les comptes du directeur, pourtant réputé discret. Ils ont découvert une série de versements importants. Ces paiements dissimulés, effectués via des sociétés écrans, s'élevaient à la somme astronomique de 100 €. Le prince William a été informé de ce montant précis le soir même. Il ne s'agissait pas d'une réaction impulsive d'une fille en colère. Quelqu'un avait été payé 100 € pour mettre en scène cette scène devant les caméras. Il s'agissait d'un coup monté contre la réputation de la famille royale. La famille de Camilla prenait des mesures drastiques car elle était au bord du gouffre financier. Les personnes désespérées acceptent des contrats dangereux lorsque l'appât du gain est au rendez-vous. William a convoqué une conférence de presse d'urgence à 10 h du matin. Il a court-circuité les journalistes complaisants qui dépendent des faveurs du palais. Il a invité les principaux journalistes d'investigation financière des grands quotidiens nationaux. Il a décidé que le seul moyen de reprendre le contrôle était la transparence totale. Il allait divulguer bien plus d'informations que quiconque ne l'aurait imaginé. L'atmosphère dans la salle de presse était absolument électrique. William monta sur scène sans prompteur et s'exprima à partir de quelques notes. Il démontra le lien direct entre le directeur et les versements massifs.
Il mit en lumière le réseau financier passant par des sociétés écrans anonymes. Il affirma que l'institution était la cible d'une campagne financière concertée, conçue explicitement pour déstabiliser la couronne à des fins personnelles. Il annonça ensuite l'ouverture d'une enquête criminelle officielle. Il quitta la scène sans répondre à une seule question. En l'espace d'une heure, l'opinion publique bascula complètement. L'affaire devint un grave complot criminel pris très au sérieux par le public. William s'appropria le récit et le manipula à sa guise. Le lundi suivant, la lumière du matin filtrait dans la salle historique du conseil privé. Le prince William tenait un décret officiel rédigé sur du papier épais. Il fit glisser le lourd document le long de la table vers son père. Le contenu du décret était remarquablement court et totalement absolu. Il révoquait officiellement et immédiatement le statut des membres de la famille de Camilla. Il n'y aurait plus d'invitation à aucune réception officielle. Aucun financement ne serait plus débloqué sur les comptes du domaine royal. C'était une instruction d'une institution ancestrale garante de sa propre pérennité. Le roi fixa la page pendant un long moment de silence. Puis, sans lever les yeux, il prit la plume et signa. Il savait précisément quelle période de sa vie il était en train de clore. Il avait la preuve irréfutable de la campagne de diffamation orchestrée. Il avait vu les documents financiers qui révélaient l'exploitation pure et simple de la monarchie. Le roi avait passé des années à protéger ce qu'il croyait être une famille. On venait de lui présenter les documents qui prouvaient qu'il représentait une menace sérieuse. Un messenger royal fut immédiatement dépêché à la résidence de campagne de Camilla. Il portait une seconde copie identique du décret signé. Elle accepta les conditions rigoureuses de son isolement sans dire un mot. Au palais, chacun comprenait que ce silence n'était pas une capitulation totale. L'équipe de sécurité signala qu'elle avait emporté ses affaires de la résidence. Le prince William se tenait à la fenêtre de son bureau, contemplant la cour obscure. Il avait sécurisé la maison, l'autorité absolue et la signature du roi. Il avait placé la survie de l'institution avant le mariage lui-même. William mit un terme définitif à l'ère des influences extérieures opportunistes. Ce soir, la couronne est entièrement seule derrière ses remparts fortifiés.